sur la mort de votre fils, Nicolas, qui avait 18 ans. C'était en 2018. J'ai toujours, moi, une pensée pour tous ces jeunes qui nous ont quittés. Adrien, Louis, Nicolas, Nathan. Entre 2018 et 2019, ces 4 joueurs se sont vus leur vie enlevée brutalement et précocement sur les terrains. Que ce soit les joueurs professionnels, espoirs ou amateurs, les accidents n'épargnent personne. Arrêt cardiaque après un plaquage, décès après le match des suites d'une commotion. Le rugby est en train de s'enliser dans une crise majeure. Assurer la sécurité de ses pratiquants. C'est d'ailleurs l'un des 5 piliers de l'activité, la préservation de l'intégrité physique des joueurs. Début 2018, lors d'une rencontre en top 14 entre l'ASM et le Racing, Samuel Ezeala, un jeune espoir de 18 ans, joue son premier match professionnel. C'est la petite pépite que tout le monde veut voir. Il va à 10 000. Mais il subit un choc terrible en direct à la télévision. Il tombe inanimé sur la pelouse de l'Arena. Les images sont effroyables. Il s'apprête à plaquer et l'international français Virimi Vakatawa change de direction. Samuel n'a pas le temps de se positionner correctement. Tout se passe très vite. La tête est du mauvais côté au moment du contact. La sanction est immédiate. Le joueur s'effondre inanimé sur le terrain. Les médecins et secours arrivent. Les commotions, ça arrive au rugby. J'ai même envie de dire que cela fait malheureusement partie du jeu maintenant. Une blessure comme une autre. Mais là, les secours dressent une tente de protection afin qu'on ne puisse pas voir ce qu'il se passe. On n'a jamais vu cela à la télévision. On le sait que c'est dangereux. Ça claque, on les entend les bruits des impacts. Mais là, une tente, tout le monde s'affole. On ne voit ça que lors d'accidents vraiment extrêmement graves, de mort. On est en direct à la télévision et là, tout le monde a cette question au bord des lèvres. Par contre, personne n'ose la formuler. Est-ce qu'un joueur est mort en direct à la télévision? Ce ne fut pas le cas, bien heureusement, et Samuel Ezeala a repris toutes ses fonctionnalités de joueur et maintenant est devenu un sportif accompli professionnel. Mais tout le monde s'interroge sur la dangerosité de ce sport. Jean Chazal, doyen de la faculté de médecine de Clermont, à cette période a tenté d'alerter les autorités. Un jour, il y aura un mort. Ce jour est arrivé. Ces jours sont arrivés. Je me pose cette question depuis longtemps et sûrement comme vous, sûrement comme d'autres. Est-ce que le rugby tue? Oui, on l'a vu sur des accidents isolés, ça peut amener la mort. Mais est-ce que le sport du rugby tue plus que les autres sports? En 2021, il y a 3 footballeurs qui sont morts d'un arrêt cardiaque en plein match. En mai 2024, Sherif Lawal, un boxeur qui effectuait son premier combat en professionnel, est mort d'un KO en direct lors de ce combat. Au Japon, 4 enfants meurent en moyenne par an lors d'entraînement de judo. Un des sports qui est peut-être le plus meurtrier au monde, et personne n'en a conscience, c'est l'équitation. La cavalière Georgie Campbell meurt lors d'une chute lors d'une compétition à Londres. La 47e édition du marathon de Paris, il y a un jeune belge de 30 ans qui meurt en direct pendant la course en fait, simplement d'un arrêt cardiaque. Et si on ajoute les sports à risque comme l'alpinisme, l'escalade en haute montagne, les sports motorisés comme la Formule 1, les rallyes, la moto, le surf, le rugby, c'est pas le premier sur la liste des sports mortels. Avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous présenter ce partenaire qui me tient vraiment à cœur parce qu'ils me suivent depuis le début, c'est Shilton. Shilton, c'est une marque de vêtements qui est vraiment classe et chic. Et c'est grâce à eux aussi que je suis en mesure de produire autant de vidéos. Donc là, il y a le Black Friday qui est valable jusqu'à vendredi. Il y a moins 30% sur la nouvelle collection. Ils ont vraiment des petits gilets et des pulls sympas. Des pantalons chinos qui sont au top. Tout l'outlet passe à moins 60% et avec le code UPRUGBY, vous avez 5% de réduction supplémentaire. Que ça soit pour faire des cadeaux pour Noël, parce qu'on va arriver dans la période des fêtes, il y a même une collection femmes. Donc si vous voulez faire un cadeau à votre moitié, et bah c'est avec plaisir et en même temps vous me donnez de la force. Vous donnez aussi de la force à mes partenaires, parce que c'est un petit peu le jeu sur YouTube si on veut que ça fonctionne. Il y a des sneakers qui sont vraiment chouettes à porter avec les pantalons. Vraiment, ils ont une gamme qui est large. Et moi qui suis exigeant au niveau fringues, parce que c'est pas évident de trouver des habits qui te correspondent, qui rappellent en fait cet univers rugby, mais tout en restant chic. Et bah avec Shilton, franchement, allez-y. Alors le rugby tue, mais tue-t-il plus que les autres sports? Non. La véritable question que je vais soulever et auquel je ne vais pas apporter de réponse, mais simplement des pistes de réflexion, c'est la suivante. Le rugby est-il devenu un sport de destruction? Je vais essayer de rester bien factuel et concis pour donner un avis évidemment bien subjectif qui m'est propre comme d'habitude, avec non pas pour but de jeter des pierres, mais simplement en fait d'ouvrir le débat et des pistes de réflexion et de réfléchir sur notre pratique. Je vous avoue que j'ai cherché des données statistiques fiables en fait sur le nombre de blessures dans le rugby amateur et le rugby professionnel, et je suis tombé sur une étude. Au rugby, c'est comme ça que tu quantifies. C'est le nombre de blessures, le taux d'incidence sur 1000 heures de pratique. Je vous laisse interpréter les données comme vous voulez, puisque c'est vraiment la façon dont on aborde les sujets. Tu peux faire dire ce que tu veux à des études statistiques. En tout cas, côté World Rugby, tout va pour le mieux en expliquant que le nombre de commotions est descendu entre la Coupe du Monde 2015 et 2019. Une diminution de 12%.
Durant la Coupe du Monde 2019, les chiffres suivants ont été enregistrés. 10,5 commotions pour 1000 heures de pratique, contre 12,5 en 2015 et une moyenne de 17 dans les compétitions de haut niveau pour adultes. Donc en fait, pendant la Coupe du Monde, avec les meilleurs joueurs du monde qui sont plus puissants, plus rapides, plus lourds que tous les autres championnats, tu as moins de blessures. Oh, World Rugby là, il va falloir redescendre sur terre. Donc en fait, la Coupe du Monde et le niveau international, c'est plus tranquille et plus doux que le top 14. Franchement, quand tu lis l'article, t'as l'impression que tout va bien. Tu vas sur le site de World Rugby et le titre de l'article, c'est le suivant: sécurité des joueurs, des chiffres probants. Bah, on va partir sur la vidéo parce que j'ai quand même l'impression que le rugby est un sport quand même violent et brutal. La première chose que tu pourrais me dire, ça serait: mais Charles, tu me parles du rugby comme un sport de destruction, mais sérieusement, tu regardes un match des années 2000, il y avait des vrais attentats sur le terrain, c'était une boucherie. Et si tu recules encore dans le temps, c'est même plus des attentats ou une boucherie, c'est des exécutions. Tu passais au sol, tu te faisais piétiner. Bah oui, je suis d'accord avec toi, mais pas de la même manière. Parce que tout a été fait au cours du temps pour assurer la sécurité des joueurs. Que ce soit au niveau amateur, dans lequel les plaquages à 2 ont été bannis, la hauteur du plaquage qui a été abaissée, les contacts à la tête qui amènent directement des cartons rouges, on est passé de gestes violents à des contacts brutaux. Quand je dis gestes violents, le plaquage cathédral, le stamping, le rocking, les cravates et tous ces vestiges d'antan. Et oui, le rugby amateur est également frappé par les mêmes dérives, tout simplement parce que déjà on a tendance à répliquer ce qu'on voit à la télé. Alors certes, on peut pas faire du plaquage à 2, maintenant c'est terminé. Certes, on doit plaquer au niveau des jambes, ça aussi c'est une bonne chose, mais ça n'empêche qu'en Fédéral 3, on va commencer à avoir des semi-pros à apparaître parce qu'on veut jouer à la Fédéral 2 puis peut-être à la Fédéral 1. Et donc on a des gabarits, on a des physiques qui sont pas forcément alignés avec ce qu'on aura en opposition, qui sont des purs amateurs. Donc là aussi, une fois de plus, le résultat d'abord, peu importe les moyens pourvu qu'on ait la victoire, quitte à avoir des accidents graves. Et on en a un certain nombre. Hein. Je pense qu'on a tous vu l'année dernière un joueur de Soyons-Angoulême être grièvement blessé à la suite d'une collision, je crois que c'était contre Moléon au mois d'avril. Qui en parle ? Plus personne. Mais on va revenir dessus car c'est très important pour comprendre la suite. Le rugby, c'est un sport physique, rugueux et on peut le dire aussi violent. On ne parle plus de percussion, on parle de collision maintenant. Si on prend la définition de collision, il y en a deux et je pense qu'elles sont quand même relativement parlantes. La première, c'est un choc entre deux objets en mouvement. Ça veut dire qu'on considère plus les joueurs de rugby comme des personnes mais comme des objets en mouvement, des objets qui peuvent se casser. La seconde, c'est un choc violent entre deux groupes, deux armées. Je vous laisse choisir celle qui vous parle le plus. Mais imagine, un joueur de 100 kg courant le 100 mètres en 12 secondes que tu te dois d'arrêter avec ton épaule et tes bras. J'ai pas besoin de te faire un dessin, tu vas entendre un gros boom, des couinements et si tu es mal placé, tu vas voir des étoiles. La nature même de l'activité nécessite du contact, des plaquages dans les mauls, les rucks, les mêlées. C'est un sport d'évitement mais d'affrontement. Et la beauté de ce sport réside dans l'alternance entre les deux. Pendant très longtemps, le rugby a été brutal et dangereux car justement il n'était pas légiféré. Dans les années 30, un joueur décède à la suite d'une cravate lors d'un match de première division. Ce plaquage sera surnommé la cravate de la mort. Mais ça, je t'invite à voir la vidéo sur la véritable histoire du plaquage. Le rugby est tellement violent dans l'hexagone à cette époque que la France sera exclue du tournoi des 5 nations. Elle ne jouera plus les matchs internationaux. D'ailleurs, après cette cravate de la mort, le plaquage au cou et les coups de pied seront interdits. Tu t'imagines? C'est juste simplement tu interdis les coups de pied. Avant, tu avais le droit de mettre des coups de pompe. Ce n'est que dans les années 90, avec l'arrivée de la Coupe du Monde du coup et la retransmission à la télé des matchs, qu'une hauteur réglementaire du plaquage est instaurée. La hauteur des épaules. Bon, ça devait être un sacré merdier puisque tu n'avais plus le droit de plaquer au cou, mais il te laisse quand même 60 ans avec une hauteur où tu as plus le droit de plaquer au cou, mais ensuite c'est la ligne des épaules. Tu sens quand même que le fait que le rugby passe à la télé, ça a permis de légiférer le contact et d'éviter les accidents trop brutaux, trop violents ou trop graves. Personne ne veut d'un accident en direct à la télé. Donc tout le monde s'est mis à travailler pour faire évoluer la pratique vers la sécurité des joueurs. Mais alors pourquoi est-ce que le rugby serait plus un sport de destruction qu'avant et plus violent? Eh bien, on en arrive à cette seconde partie que je voulais introduire et que j'ai introduite de cette manière, qui est l'évolution de la pratique. Je vais y aller cash. Pour casser un mur, tu vas pas avec un tournevis. Tu prends une masse et tu cognes de toutes tes forces dans le mur. Le but, c'est de faire tout péter. Le rugby, c'est pareil avec la défense. Si elle est organisée, t'es obligé de casser un mur. Aujourd'hui, on a 13 bonhommes qui font entre 95 et 100 kg de moyenne, qui se déplacent rapidement, sont capables de répéter des efforts, sont solides et qui sont en ligne sur 60 mètres. Ah, pardon, 60 mètres, on va retirer le couloir des 15 mètres. Et donc, ça veut dire que tu as 13 bonhommes qui sont en ligne sur 45 mètres. On fait un calcul? En gros, ça veut dire que tu as un G.I. Joe tous les 3 mètres. Tu m'expliques où il y a de l'espace pour passer? Et
en a très peu de l'espace, donc ça veut dire que tu as deux solutions. Soit tu dois casser les plaquages pour générer de l'avancée, tu dois casser le mur, soit tu retardes la circulation des joueurs pour essayer de générer des micro-espaces ou avoir des mismatchs. Mais comment en est-on arrivé là et que cherche-t-on? En 95, le rugby il passe professionnel et donc la pratique se met à évoluer très rapidement. Les joueurs courent plus vite, plus longtemps, les coachs travaillent les tactiques, des défenses, des stratégies et donc naturellement les défenses s'adaptent aux attaques pour devenir plus efficaces. Elles mettent des systèmes en place, se mettent à attaquer l'attaque et dans les années 2000, on va commencer à voir arriver des compétences d'autres pratiques et notamment le rugby à 13. Et surtout le rugby néo-zélandais apporte un geste au 15 ou s'il ne l'apporte pas, il le démocratise. Ce sont les offloads, ces fameuses passes après contact. Et c'est essentiellement un joueur extrêmement connu, Sonny Bill Williams, qui en avait fait sa marque de fabrique. Alors c'était une marmule, hein. Il faisait 100 kg, mais il avait cette capacité, dès qu'il arrive au contact, en fait, à ressortir le ballon pour pouvoir le faire vivre. Et à partir de ce moment-là, les passes après contact sont énormément travaillées puisque ça permet d'amener de la continuité dans le jeu et d'éviter de passer par le sol. Mais les défenses, elles commencent à s'adapter et elles mettent en place des techniques et notamment la technique du blocage haut où tu essayes de bloquer le ballon ou les plaquages à deux, un en bas, un en haut. Le jeu se ferme et le règlement évolue en apportant une nouvelle règle par exemple. Avant, tu pouvais plaquer, c'est-à-dire que tu amenais un joueur au sol et contester le ballon directement. Donc ce qui voulait dire que si tu avais les mains sur le ballon, tu emmenais l'autre au sol, c'était quasiment sûr que tu allais récupérer une pénalité. Bon, et bien le règlement évolue, il faut lâcher le plaqueur pour pouvoir venir contester. Donc tu laisses la possibilité au plaqueur d'avoir une activité au sol pour libérer son ballon. Le temps de jeu augmente, les physiques changent et donc le nombre et la violence des contacts aussi. Depuis la Coupe du Monde 1987, on peut dire que le temps de jeu effectif a doublé et le nombre de plaquages, il y a une augmentation de 252% au niveau du nombre de plaquages. Actuellement, les plaquages sont responsables de 50% de toutes les blessures en match et 75% des commotions. La brutalité sur les terrains, elle n'est pas tolérée, mais il faut être dur au mal. Les contacts claquent et quand tu trouves pas d'espace, il faut enfoncer la porte. Et il ne faut pas se leurrer, hein, parce que toutes les équipes, pourtant, elles tentent de déplacer le ballon. Elles ne veulent pas juste de l'affrontement bête et méchant. Et tous les coups sont bons pour ça, hein. On arrive maintenant à un niveau sur lequel tu viens nettoyer les soutiens défensifs pour pouvoir gêner, en fait, la circulation des joueurs et avancer. C'est hallucinant. Tu pousses le degré de compréhension du rugby extrêmement loin en pro. Tu joues dans les zones arbitres pour essayer d'avoir, en fait, des petits rapports, des petits espaces en plus. Pourtant, World Rugby essaye de faire évoluer ce règlement, tu vois. Par exemple, avec la règle des 50-22, maintenant, t'es obligé d'avoir deux joueurs, en fait, quand t'es dans le camp adverse, qui sont sur tes 22 mètres pour prévenir d'un 50-22. Je me suis amusé à aller sur Google pour demander à Google quel était le sport le plus dangereux, qui amène le plus de blessures. Je tombais sur des articles de blog, mais rien de probant et de sérieux. Et donc, je suis allé sur ChatGPT, à qui j'ai posé la question pour qu'il puisse faire le tour du net et me dire. Et je suis content, le sport le plus dangereux, mesdames et messieurs, est le football américain. Le rugby arrive en seconde position. Mais comme nous n'avons pas de football américain, tout du moins pas assez développé dans l'hexagone, c'est malheureusement le premier. Mais après, il faut quand même bien avoir conscience d'une chose, c'est que les techniques évoluent, les compétences des coachs évoluent aussi. Les règles en amateur font que la hauteur du plaquage permet de limiter les commotions, les impacts violents. Et le plaquage, il est travaillé en permanence, justement pour éviter en fait toutes ces zones accidentogènes, ou en tout cas, enfin, tu peux pas les éviter, mais tu les limites. J'ai vu l'évolution sur les techniques de contact, de plaquage pour être en sécurité, faire vivre le ballon. Et je vous assure que les joueurs sont de mieux en mieux préparés. Quel est le sport le plus dangereux? Alors, si on veut faire statistique, on va le faire avec un échantillon comparable. C'est quand même le point de départ. On parle de quoi? D'un sport collectif qui a un ballon et dans lequel on peut avoir des contacts. Qui reste quoi? De le basket, de le hand, de le foot et il reste le rugby. Grosso modo, je parle des principaux. Bien sûr, on va exclure les phases qui consistent à dire c'est la santé qui, notamment cardiaque, qui est en cause. Lorsque quelqu'un s'écroule foudroyé par un arrêt cardiaque, il aurait pu très bien s'effondrer sur son terrain de foot. Probablement, il aurait pu le faire s'il n'a pas eu de contact, bien évidemment, sur une piste d'athlétisme ou même dans sa vie courante. Je pense que là, il faut bien dissocier les choses. Donc, on va revenir à la base. La base, c'est quoi? C'est un sport de contact qui est collectif avec un ballon. Donc là encore, est-ce que vous avez des exemples flagrants qui pourraient dire que le rugby est moins dangereux que le basket, que le hand, que le foot? Moi, à ma connaissance, c'est pas le cas. Dire que le rugby est devenu un sport de destruction est difficile. Il faut être capable de traverser ton adversaire sur un plaquage, dans un rug, de pourfendre la mêlée adverse. Mais ce n'est pas le but premier. Le but, c'est de générer de l'avancée dans les espaces libres. Mais les espaces libres se font de plus en plus rares. Alors oui, il va falloir rouler sur l'adversaire à un moment ou un autre. Et maintenant, on a des joueurs qui ont des super pouvoirs et des super physiques qui sont capables de te détruire. C'est une réelle réflexion, en fait, entre l'équilibre et la passion quand on a une question comme ça. On n'a pas envie de se dire que c'est un sport de destruction. J'essaie
j'essayais juste à travers cette vidéo en fait de soulever des questions, en tout cas de proposer une opinion ou un axe de réflexion. Et moi ça m'intéresse que vous me disiez dans les commentaires si vous pensez que le rugby est oui ou non devenu un sport de destruction. Quand tu regardes les pros, oui ça claque extrêmement fort. Quand tu regardes du rugby amateur, est-ce que c'est un sport de destruction par rapport à ce que ça a pu être avant? Moi j'ai tout simplement l'impression en fait qu'au niveau amateur tout va plus vite, que la technique générale des joueurs, la technique individuelle augmente, que le temps de jeu effectif augmente et que t'as un rugby qui est de plus en plus aéré. Au fait, si t'es pas abonné, c'est le moment de le faire. Et puis on se revoit bientôt. Allez, topette l'ami.